Membre du Skeleton Crew, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous donner mon avis sur cet épisode 5 qui était plein de rebondissements, d'infos, on en a pris plein les yeux. Bref, donc j'ai plein de choses à vous dire sur cet épisode qui m'a beaucoup emballé. On a eu la chance de l'avoir en plus pour le jour de Noël, 25 décembre. Je l'ai vu le matin du 25, donc je pouvais pas faire plus esprit de Noël que ça. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez ce que je fais, ça me donne beaucoup de soutien et de force, donc ce serait très gentil à vous les amis. Soyons de plus en plus nombreux sur la page Parlons Star Wars. Et sans plus attendre, je vous donne tout de suite mon avis sur cet épisode 5 de Skeleton Crew. Bon, déjà la première chose que je pourrais dire, c'est qu'on a enfin le retour du rythme. Ça y est, après un épisode 4 où on faisait un petit peu du surplace, on était sur Atakran, il se passait pas forcément grand chose, l'histoire avançait oui, mais vraiment à petits pas, j'ai envie de dire. Là, on est clairement dedans. Je m'attendais à avoir un début d'épisode où on serait encore sur Atakran, mais non, on est directement dans le vaisseau et on va partir. On n'a plus rien à faire sur Atakran, donc vraiment, je sens le rythme qui avance et ça, c'est très plaisant parce que c'est pas ce qu'on a eu sur les différents projets Star Wars précédents. Même des séries qui sont géniales, hein, que j'adore, comme Mandalorian par exemple, où tu faisais toujours des petits pas de côté, l'histoire traçait pas quoi, la quête principale en tout cas traçait pas, t'étais toujours obligé de prendre des chemins de traverse, etc. Là, franchement c'est génial, ça avance, ça tire un peu tout droit et pour autant ça ne cache pas l'univers qu'il y a autour en plus, donc ça c'est l'écriture qui fait ça. Donc c'est génial ce sentiment de ne pas faire du surplace en fait, que l'histoire soit un peu à l'arrêt, mais en même temps qu'on ne néglige pas pour autant ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, c'est-à-dire la personnalité des différents personnages, les planètes qu'on va pouvoir voir et les personnes qu'on va pouvoir rencontrer. Il y a un lore, il y a une petite phrase par-ci par-là qui quand même t'indique qu'il y a un lore derrière et que c'est pas uniquement des PNJ qui pop comme ça pour t'amener à une autre planète. Non, tu sens que il y a quelque chose à creuser dans chaque endroit où ils vont et vers chaque personnage qu'ils rencontrent. Donc ça c'est hyper agréable et c'est dû à une super écriture. Dans cet épisode, par exemple, on apprend beaucoup d'infos. On apprend le nom, enfin, du vaisseau dans lequel ils sont, quand même, le Onyx Cinder. Et on apprend enfin également le nom du pirate, du capitaine de ce vaisseau, le fameux Tak Renaud, qui est un clin d'œil évident à justement un film dont je vous ai beaucoup parlé avant Skeleton Crew, pendant Skeleton Crew dans mes vidéos à vie, et là je vais vous en parler clairement aussi dans cet épisode, mais au réalisateur des Goonies qui s'appelle Richard Donner, et donc Renaud Donner, donc c'est bien le verlan de Donner et je pense que c'est clairement pas fait par hasard. Donc on a ces réponses essentielles qui nous commencent à nous mettre sur la voie justement de ce fameux pirate. On a aussi enfin récupéré les bonnes normalement coordonnées de Hat-Atin. Donc ça y est, la quête principale et j'ai envie de dire l'objectif final est en ligne de mire maintenant. Et on attendait aussi bien entendu qu'il se passe quelque chose avec Jude Law, Jodna Nawood ou je ne sais quel autre nom, on va en reparler de ses identités, mais qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant? Bon bah là, on a eu un premier retournement de situation où effectivement il devient officiellement le capitaine, en tout cas d'SM-33 et du Onyx Cinder, étant donné le fait qu'il a défié le personnage de Fern qui était l'ancien capitaine, et donc voilà, ça y est, il les a trahis. Est-ce que ce sera définitif et on peut définitivement le considérer comme un méchant? Sincèrement, je pense pas. Donc on a effectivement beaucoup d'éléments de réponse dans cet épisode, on va continuer à avancer parce que les mystères ne sont bien entendu pas résolus et il y en a plein des mystères, mais c'est très agréable d'avancer et sans se précipiter, sans rusher tout ce qu'il y a autour et justement on va essayer de décortiquer les autres aspects très positifs de cet épisode 5. Il y a une chose que j'ai envie de redire, que j'avais déjà dit sur les 3 premiers épisodes notamment de Skeleton Crew, mais c'est que cette série elle est belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'un point de vue visuel, moi, j'en prends plein la vue, honnêtement. Là, que ce soit les environnements, bien entendu, avec le design du spa, cette planète où ils vont, montagneuse, etc.
Bon, déjà, c'est assez original dans Star Wars. On en avait vu notamment dans Solo, il me semble qu'on avait vu un petit peu ces environnements-là. La neige, on va forcément retrouver ça également dans un autre épisode 5, celui de la saga principale, l'Empire contre-attaque. Mais là, de voir cet environnement luxueux de tourisme un petit peu, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu et pas développé dans Star Wars. Et encore une fois, le fait d'avoir des séries Star Wars, je trouve que c'est ça qu'il faut explorer, c'est un peu le lore, le quotidien, etc. Et la saga en film et sur grand écran, ça doit être le grandiose. Bah là, je trouve que c'est super, on explore à travers une aventure super sympa à suivre, mais le quotidien un petit peu de cet univers, et donc là, on va chez les riches, clairement, hein, dans ce spa magnifique. Les costumes, que ce soit les gardes un petit peu de ce spa, ou même l'hôtesse d'accueil de ce spa, vraiment tout est au cordeau, je trouve, c'est parfait. Les vaisseaux aussi, bien entendu, c'est franchement une claque un petit peu visuelle, hein, quand même, je trouve. La salle du trésor finale, que je trouve absolument magnifique. C'est clairement le fantasme qu'on peut tous avoir d'une salle de trésor d'un pirate un petit peu caché. Donc non, c'était parfait, dans l'iconographie, c'était top. Et aussi le petit détail, mais ce sabre laser un petit peu final, que je trouve très épuré, très stylé. Il ressemble un petit peu à celui que je m'étais fait dans Star Wars Jedi Fallen Order. Donc non, tout est esthétiquement très beau et avec des effets visuels et des effets spéciaux incroyables. Les scènes de vaisseau comme l'atterrissage là du Onyx Cinder sur la plateforme du spa, et où justement en plus il arrive avec toutes ces pièces qui sont en train de se partir en lambeaux complètement. Bon, je trouve ça magnifique. Également la scène où les pirates arrivent et sont là et sont escortés par les petits avions ou les petites navettes comme on a un petit peu sur Bespin, les petites navettes de police qui sont là pour contrôler et tout. Et là en plus on les voit exploser complète, partir en fumée, en explosion, en torche. Enfin, j'ai trouvé ça ultra propre, mais vraiment c'est magnifique. C'est magnifique. Tout ça accompagné par une musique discrète qui va pas prendre le pas sur les événements. Donc oui, on n'est pas sur des thèmes aussi emblématiques que ceux de John Williams, bien sûr, mais la musique va accompagner absolument toutes les scènes parfaitement, minutieusement. Elle va faire monter en pression quand il y a un moment de tension un petit peu. Ensuite, quand elle va accompagner un élan un petit peu plus courageux, notamment en fin d'épisode avec Wim, bah, elle va être là, elle va être présente, elle va nous mettre un petit peu les frissons. Quand il faut créer de l'angoisse, elle est là aussi. Et au final, tu ressors de ça, tu te dis non, bah l'ensemble était parfait, même si tu vas pas forcément avoir un thème qui va te revenir en tête. Je sais pas si ça vous le fait, mais je trouve que c'est accompagné parfaitement. Et du coup, aussi bien sur le son que sur l'aspect visuel, cette série, elle est vraiment ultra qualitative, je trouve, pour le moment. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire sur les 3 derniers épisodes, mais j'espère qu'ils ont gardé du budget quand même, notamment pour le final, où j'espère qu'on va en prendre. Ça va être le feu d'artifice, quoi, final, le bouquet final. Ce que j'apprécie aussi dans cette série, c'est malgré le fait qu'on avance, que ça va un peu à 12 000, etc., on prend quand même le temps de creuser un petit peu la personnalité des personnages et on va vivre des émotions avec eux, aussi bien le rire que parfois la tristesse. Et je trouve que dans cet épisode, c'est encore plus creusé. Bon, forcément, on a passé déjà 4 épisodes avec eux, donc maintenant c'est le bon moment de porter un petit peu les stockades, j'ai envie de dire, et de rajouter une couche sur les différents arcs de personnages qui nous ont été présentés depuis le début. Donc pour développer l'empathie, bah, bien entendu, la première chose, c'est le rire, de pouvoir rire avec eux, et clairement, bon, on a les 2 comiques du groupe, pour moi, c'est Jod et SM33, et clairement bon bah la scène d'ouverture où Jod arrive avec le vaisseau qui est tout déglingué et puis qui va présenter les enfants, je la trouve parfaite cette scène. On a même les enfants qui jouent le jeu, qui parlent cette langue inventée, etc., pour rendre crédible un peu les personnages. Et puis moi c'est ça que j'aime aussi dans cette série, c'est que les enfants sont des enfants et agissent un petit peu comme des enfants. C'est-à-dire oui, ils vont être comme un enfant, ils vont savoir sentir le danger, savoir réagir, surtout qu'ils sont à des âges où voilà, ils peuvent avoir conscience des choses qui les entourent. Mais ils vont aussi garder cette part un petit peu d'innocence et de fun qu'on retrouve clairement dans la série. Donc cette scène-là, mais aussi la scène où ils s'amusent avec leurs costumes, et également la scène où ils sont sur un lit, ils sont en train de sauter et ils commencent une bataille de polochon. Ça, c'est clairement des petites scènes, des petits détails que j'aime, que j'adore, parce que effectivement, cette série, elle est destinée aux enfants. Je trouve que bizarrement, c'est cet aspect-là qui la rend la plus Star Wars, en fait, d'un peu des différents contenus qu'on a eu ces derniers temps sur Disney+.
c'est que c'est vraiment, tu sens cette vibe enfantine qui va parfaitement en plus avec la période de Noël, et du coup j'adore ça, ça se retranscrit aussi dans l'humour, c'est parfait. Et SM33 qui est choqué et outré de cette opulence de luxe dans ce canyon, cette caverne normalement du pirate et le repère de son ancien capitaine. Bref, toute cette scène là, ce running gag un petit peu avec l'hôtesse du spa, et la dichotomie entre les deux, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Donc on développe de l'empathie avec le rire, mais aussi avec des sentiments un petit peu plus tristes, et notamment on a le coup de blues clairement de Wim, qui lui est un aventurier, clairement veut vivre des aventures. Là il en vit une, mais c'est pas comme il l'imaginait, et donc du coup ça le rend triste. Et en plus de ça, ce que je disais un peu dans les épisodes, je disais mais son père il lui manque pas, lui il a juste envie de faire la fiesta et de partir, il s'en fout. Non, là ça y est, il a vraiment le coup de blues de la planète, de chez lui, de son père, et puis bien entendu de sa mère. Et comme on pouvait s'en douter, il explique que sa mère elle reviendra pas. Donc est-ce qu'elle a vraiment quitté ce monde où elle est perdue dans la galaxie? On ne sait pas non plus, mais en tout cas oui, c'est clairement un moment qui développe aussi beaucoup d'empathie, même si on en avait déjà pas mal développé pour Wim, mais aussi peut-être pour Judd maintenant. Judd va peut-être développer encore plus d'empathie pour les enfants, même si j'ai l'impression qu'il s'est quand même attaché à eux. Mais là, de voir Wim un petit peu craquer comme ça et essayer de le conforter, de le réconforter. Alors, il le réconforte d'une façon assez bizarre, et je trouve que c'était la pire chose peut-être à dire. Bon, oublie en gros, oublie ton père, oublie ta mère, etc. Mais bref, c'était aussi marrant quelque part dans ce moment un petit peu plus triste de l'épisode. Et donc c'est bien parce que ça fait évoluer aussi le personnage. On développe en fait les arcs. Chaque personnage, notamment du quatuor d'enfants, a sa case un petit peu. On a le courageux, le plus faible, celui qui va faire rire, celle qui déchire tout, etc. Et là, Wim, on lui met une dimension un petit peu plus, voilà, c'est pas juste la tête brûlée qui a juste envie de s'émerveiller de tout, etc. Là, on le fait un petit peu plus douter. Et on arrive aussi au personnage de KB, qui jusqu'à présent, c'est elle qui déchire un peu tout, qui est forte en électronique, en pilotage, au tir, etc. Elle est parfaite en tout, quasi. Et là, on la voit avoir peur et être triste et lâcher une petite larme au moment où Judd se retourne contre les enfants et prend en otage Fern. Et voilà, je trouve ça super parce que c'est un petit détail, mais je trouve que c'est bien écrit. Déjà parce que cette scène elle était pas obligée d'être filmée, c'est-à-dire que automatiquement tu vas pas filmer KB qui est en train de réagir à ce qui se passe, tu vas peut-être plus te tourner vers Wim naturellement ou vers Neil, et non, ils vont vers KB, c'est elle qui pleure alors que tu t'attends peut-être à ce que ce soit plus Neil éventuellement qui lâche une larme, le peureux un petit peu du groupe. Mais là c'est parfait parce que on passe d'un personnage qui déchire un petit peu tout, qui est un petit peu limite cheaté, mais on lui amène justement un petit peu plus de faiblesse, et une faiblesse qui est pas forcée, c'est juste une petite larme, elle est pas en train de s'effondrer, t'as pas besoin d'avoir une scène où elle s'effondre. Et donc un personnage cheaté avec une petite dose de subtilité pour montrer un petit peu que finalement elle est pas que cheatée. Suivez mon regard, ça fait écho avec d'autres personnages un petit peu de la saga, et je vais mettre les pieds dans le plat, mais clairement un personnage comme Rey, même si j'aime bien le personnage de Rey dans l'ensemble, mais elle est tellement forte, elle est tellement cheatée que je trouve que quelque part ils nous la font un petit peu pleurer. Et quand je dis un petit peu, c'est beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de larmes au final quand tu reprends les 3 épisodes de la postlogie. Pour justement, je pense qu'ils se sont dit, attends, on est en train de faire un personnage qui déchire absolument tout, faut bien lui amener de la faiblesse. Mais c'est peu subtil du coup, parce que tu la vois pleurer des fontaines, que ce soit pour Finn dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, c'est pareil, dans l'épisode 9 aussi, bref. Donc là, c'est juste une petite larme, et je trouvais que c'était parfait. En fait, c'était subtil, pas grossier, pas vulgaire, c'était parfait. Et ça développe le personnage aussi. Juste un petit plan comme ça, encore une fois, c'est du détail, et je passe même plus de temps à vous l'expliquer et à vous en parler qu'au final le plan de caméra, parce que c'est juste parfait dans l'équilibre en fait. Et je reviens aussi sur cette scène de fin qui est, je trouvais géniale, la scène de Wim qui arrive, qui va prendre son courage à deux mains, tu sens qu'il a envie d'en découdre, qu'il veut sauver Fern, tu vois la montée de la musique qui arrive, qui commence à nous donner des frissons, et là on se dit ouais, clairement on est dans Star Wars, en plus il tient le sabre laser en main, tu te dis oui, c'est ça qu'on veut voir, allez Wim, vas-y, lance-toi. Et tu vois derrière la comédie qui reprend le dessus, et on a le sabre laser qui s'ouvre à l'envers comme ça. Franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et ça marche parce que on est sur une série plus légère,
avec des enfants, c'est sûr que tu nous fais une blague comme ça avec Obi-Wan Kenobi et Vador, c'est sûr que non, tu rigoles pas, tu te dis qu'est-ce que ça fout là? Je me remets pas par exemple de Luke qui jette son sabre laser dans l'épisode 8. Est-ce que c'était censé être drôle ça par exemple? Bon, ça c'est le genre de truc, voilà, ça marche pas. Mais dans cette série, je trouve que ça marche super bien. On n'est pas avec un utilisateur de la force et tout, donc voilà, c'est logique quelque part que il peut se tromper, Wim. Et franchement, c'était super bien. Et je vais insister aussi sur un point qui, je trouve, peut paraître un point négatif pour certains, mais pour moi, je trouve que c'est clairement un plus sur cette série, c'est la cible, ce côté enfantin, cette série destinée aux enfants. Je vais insister là-dessus parce que je me disais pourquoi cette série sort comme ça pour les fêtes de Noël. Vraiment, t'as un épisode qui sort le jour de Noël, un épisode qui sort le 1er janvier. Bref, je trouve que c'est un peu particulier quand même comme date de sortie. Et au final, non. Clairement, moi, pour tout vous dire, j'ai regardé l'épisode le matin du 25, donc vraiment le jour de Noël. Et c'est un épisode franchement super pour Noël, clairement. Tu as effectivement cette magie enfantine qui revient. Et ben moi, comme je vous disais, et comme je vous en parlais au début de vidéo, mais le film clairement que ça évoque, c'est clairement les Goonies. Et les Goonies, là je suis revenu clairement le jour où j'ai vu les Goonies pour la première fois. Je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Et je trouve que Star Wars, quelque part, c'est ça quand même. C'est un récit d'aventure qui est destiné aux enfants. Et je trouve que c'est peut-être la série aujourd'hui qui, de prime abord comme ça, pour moi le projet peut-être le plus Star Warsien au final en termes de série, de l'aventure, de l'action, des enfants. Voilà, c'est génial, il en faut pas plus. T'ajoutes à ça une créature immense, un petit peu inquiétante, mais qui au final est gentille, et donc c'est le Catalops, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, et oui, qui veut juste qu'on lui raconte des histoires. Bon voilà, ça c'est top aussi, c'est pour les enfants, oui c'est sûr, mais je sais pas, moi je trouve ça feel good, sincèrement. Et c'est parfait pour la fin d'année, quoi. Après des histoires sombres, tragiques, etc., etc. Juste redonner le sourire avec Star Wars, bon, c'est pas gagné quand même, c'était pas gagné sur le papier. Je trouve que pour le moment, le pari est réussi. Et c'est d'autant plus réussi que pour moi, ça s'adresse oui aux enfants. Et clairement, à mon avis, tu montres ça à des gamins de 8, 10, 12 ans. Je pense qu'ils peuvent accrocher, même s'ils n'ont jamais vu Star Wars. Et de l'autre côté, pour les adultes, je trouve que ça marche bien. Bon, je suis un adulte, vous le savez, même si j'ai cette petite flamme enfantine en moi qui s'éteindra jamais, j'espère. Mais pour les fans, ça marche de Star Wars. Mais je pense que pour les moins fans de Star Wars, ça doit marcher aussi. Juste un récit d'aventure comme ça, dans l'espace, c'est quand même hyper original pour quelqu'un qui n'est pas accoutumé à l'univers Star Wars. Et donc je trouve pour le moment que c'est plutôt réussi cette affaire. Mais malgré tout, on reste clairement dans Star Wars. On voit plein de connexions un petit peu subtiles avec la saga dans cet épisode. C'est des petits détails bien entendu, on va pas rentrer dans le détail. Mais par exemple le fait que l'hôtesse d'accueil nous annonce qu'il y a un forum économique du clan bancaire qui est là. Et donc on voit des munes qui sont en train de se délasser dans un bain de boue. Bon déjà ça nous donne quelques infos quand même sur l'état de l'univers à ce moment-là. Oui, le clan bancaire a survécu à la chute de l'Empire. C'est déjà une bonne info, je sais pas si en roman on nous l'avait dit, mais voilà. Ils sont encore là au moment de la Nouvelle République et on voit plein de races aliens qui est la clientèle de ce spa en practical pour la plupart d'entre eux. Notamment dans le hall du spa, on peut voir plein de races aliens différentes. J'ai repéré un Mon Cala quelque part. On a aussi un petit personnage qui, je crois, était croupier sur Canto Bight dans l'épisode 8 et qui là est un serveur qui vient justement amener quelque chose à un hut. D'ailleurs, le hut, bon, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes petites recherches, mais je pense que ça doit être un des jumeaux qu'on a vu dans The Book of Boba Fett. Au niveau timeline, on est dans le créneau. Et en comparant deux images que j'avais regardées, j'ai trouvé qu'il y avait une tache un petit peu similaire au niveau du menton. À voir s'il y a vraiment une connexion et si peut-être le site officiel de Star Wars va nous faire et nous officialiser la connexion. On a le lore aussi qui grandit avec le personnage de Pokit par exemple qui arrive pour justement nous donner une nouvelle identité encore à Jude Law et donc à Jodna Nawood qui pour elle s'appelle Dash Zentin. Donc d'ailleurs en parlant de Dash, est-ce qu'il y a une connotation, enfin un rappel du personnage de Dash Rendar qui était le héros
de tout un arc sur Shadows of the Empire, donc les ombres de l'Empire. Et moi je me souviens d'un jeu vidéo, moi je crois qu'il y avait un livre, un CD audio, ouais, donc un roman et un jeu vidéo. Moi je me souviens du jeu vidéo à l'époque, et donc on incarnait ce chasseur de primes qui était Dash Rendar, qui avait un vaisseau un peu comme le Faucon Millenium. Bon, c'est du Legends hein, clairement maintenant, mais est-ce qu'il y a une connexion à ça? Peut-être, c'est le même prénom. Et donc ce personnage de Pokit qui je sais pas au niveau de la race, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi ça me fait penser un peu à une Umbaran, donc l'espèce qu'on l'avait vu et découvert dans The Clone Wars, ce peuple un petit peu de guerriers et tout, avec ses yeux comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous savez à quelle race appartient Pokit. Donc bref, de l'action, des effets spéciaux, du rire, des larmes et tout ça dans l'univers Star Wars. Bon bah clairement, les points positifs ils sont là, ils sont posés et j'ai vraiment aimé l'épisode. On reviendra très rapidement dans mon avis global, mais vous avez compris que je suis assez fan de cet épisode 5. Pour les points négatifs, écoutez, je vais pas dire grand chose. C'est pas véritablement un point négatif, mais c'est plus une crainte que j'ai envie de développer. Je vois pas mal de mystères quand même s'accumuler, même si l'histoire avance. Mais il reste 3 épisodes. On a quand même pas mal de mystères à résoudre. On a le passé de Jod, par exemple. On a l'identité du pirate. Alors ok, on a le nom de son vaisseau et on a son nom maintenant. Mais il faut aussi qu'on développe son histoire et savoir exactement pourquoi le vaisseau s'est retrouvé sur Atatine. En parlant d'Atatine, comment cette planète fonctionne? Pourquoi est-ce qu'elle est isolée? Qui est le superviseur? Est-ce que on va avoir le temps de développer absolument toutes ces réponses dans les 3 derniers épisodes? J'espère que la fin va pas être rushée. Alors, est-ce qu'il y a une question qui va être laissée un petit peu en suspens pour nous laisser peut-être du mystère à développer en saison 2? Il faut donc qu'on ait des explications satisfaisantes. Si jamais il nous laisse des questions de côté, je pense par exemple au passé de Jod, ça peut être tout simplement un personnage mystérieux qui développe pas véritablement. Peut-être qu'on aura 1 ou 2 éléments de réponse supplémentaires, mais peut-être qu'on n'aura pas toutes les explications à ce personnage. Ça peut être aussi un parti pris, si c'est bien fait, si le mystère est haletant, j'ai envie de dire, bon, on sera prêt à l'accepter, mais l'enjeu justement de cette série, elle a nourri beaucoup d'attentes, et là, je trouve que les attentes sont assez satisfaites, au moins d'un point de vue qualitatif tout simplement de la série. Mais maintenant, oui, il y a un enjeu, clairement, final, ça va être la résolution de tous ces mystères. Et j'espère, c'est là où je leur mets un petit peu la pression, j'ai moi-même un petit peu la pression, j'espère que ça va nous satisfaire parce que je suis clairement emballé pour le moment par cette série. Et si je peux pinailler sur un petit point en lien avec un de ces mystères, je trouve que on entretient un mystère sur l'identité justement du pirate, sur Takrenod, qui est un petit peu artificiel. Quand il y a la scène justement du journal de bord, du journal du capitaine, et où l'image grésille, on voit pas véritablement son visage, etc. Bon là clairement il n'y a pas vraiment de raison au fait qu'on ait une mauvaise qualité d'image et qu'on voit pas son visage. Même Weeb à un moment le dit, pourquoi la qualité est aussi mauvaise? Et t'as Jod qui dit chut, silence, en gros il n'y a pas d'explication, tais-toi, c'est un petit peu la réponse qu'on nous fait à nous spectateurs. Mais oui, là c'est clairement entretenu un petit peu artificiellement et c'est dommage, peut-être qu'on aurait pu voir dorénavant son visage. Surtout qu'on commence à avoir pas mal d'indices, on va y revenir en partie théorie, mais sur l'espèce que pourrait être ce pirate. Donc voilà, c'est peut-être le point négatif un petit peu à pinailler, c'est un mystère qui est entretenu un petit peu artificiellement. Vous l'avez, je pense, compris, j'ai adoré cet épisode 5, vraiment adoré. Et c'est un tout. C'est un tout, c'est le scénario qui avance, qui va dans des directions que j'aime beaucoup, le développement des personnages, la musique, les effets spéciaux, l'humour, bref, c'est un tout. Je vois très peu de défauts, autant sur la forme que sur le fond à l'épisode. Et c'est ça que j'aime dans cette série, c'est que le scénario avance, mais on met pas de côté le développement des personnages. Un peu le reproche qu'on pouvait faire par exemple à un film comme Rogue One, même si sur 1h30 ou 2 heures de film, tu peux pas justement avoir des temps plus faibles pour développer les personnages, donc comme dans une série comme Skeleton Crew. Mais du coup, non, on a les deux. On a cette histoire qui trace, et en même temps, on a les personnages qui sont développés, on a l'humour qui marche super bien, la musique qui est présente, et en fait, chaque élément ne prend pas le pas l'un sur l'autre, en fait. Et c'est pour ça que c'était une des critiques que j'avançais sur les 2 premiers épisodes, je crois, c'est que c'est une série que je trouve parfaitement équilibrée en fait. Et j'espère que ça va continuer, il reste 3 épisodes, j'espère ne pas être démenti sur ces 3 derniers épisodes,
Mais pour le moment, c'est quasi l'équilibre parfait. Côté idées, théories, les amis, vous le savez, j'aime pas aller sur internet pour lire tout et n'importe quoi. Sincèrement, j'essaye juste de me faire mon idée et me poser les questions et émettre des petites théories qui germent un petit peu dans ma tête. Là, pour le coup, j'ai plus envie qu'on se pose quelques questions sur deux sujets. Le premier d'abord, c'est bien entendu le pirate Tak Reynod. Est-ce qu'il est toujours en vie? Qu'est-ce qu'il est devenu, ce pirate? En fait, son histoire, elle va être hyper importante. Je pense même qu'il va y avoir du coup forcément le lien avec la planète Atatine, c'est obligé. Donc du coup, est-ce qu'il est encore en vie déjà, tout simplement? Il n'est pas là, on nous le signale pas comme étant un des cadavres qu'il y a dans le vaisseau, dans l'Onyx Cinder. Donc est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est sur la planète Atatine? Est-ce que c'est lui qui a détruit tous les autres mondes des Joyeux de la République? Parce que vu le portrait qu'en fait Jodna dans le vaisseau aux enfants, qu'il explique que c'est un personnage un petit peu sanguinaire, violent, etc., qui prenait ce qu'il voulait, bon bah ça ressemble aussi au fait qu'il y ait que des mondes dévastés derrière, c'est qu'il est peut-être, il a peut-être répandu la désolation sur tous les mondes des Joyeux de la République. Pourquoi du coup Atatine non? Je pense que, enfin, c'est sûr que tout ça de toute façon est connecté, je l'espère en tout cas, et peut-être, bah, est-ce que c'est lui le superviseur? Quelle est sa connexion avec le superviseur? Ça serait aussi un beau twist, ça, peut-être, d'avoir du coup ce pirate qui s'est rangé, qui est devenu superviseur. Ça pourrait être très intéressant. Et je pense qu'en fait, en re-regardant les épisodes pour les besoins du montage, des vidéos, etc. que je vous fais, je vous raconte un peu tout. Mais je suis tombé sur l'image de la fresque qu'il y avait, donc c'est au début de l'épisode 1, sur le mur d'entrée de la maison de Fern. Et en fait, sur cette image, je pense qu'on avait des éléments de réponse déjà. Je pense que le personnage de Tak Reynod, il est sur la gauche, c'est un Weequay, donc la race de Hondo Ohnaka, et on a d'autres personnages, notamment une femme. Est-ce que peut-être ça serait elle, la superviseuse, que les autres personnages seraient des superviseurs peut-être d'autres mondes, ou des sages qui auraient été à l'initiative de la création des Joyeux de la République, c'est-à-dire de faire en sorte de cacher tous ces mondes du reste de l'univers et de la galaxie. Ça pourrait être hyper intéressant. On voit ce personnage sur la gauche qui effectivement est un peu à part, je trouve, par rapport aux autres, et on en a même un qui tourne le dos aux autres, qui est assis, qui est complètement sur la droite, et on voit pas son visage du tout. Donc là, est-ce que ça pourrait être aussi un reveal d'un personnage, soit qu'on connaît, ou tout du moins d'une légende qui vont pouvoir nous développer? Je sais pas. Quand on regarde également le parchemin de Kim dans l'épisode 3, j'ai essayé de faire le jeu des 7 différences, essayer de voir si on retrouvait les personnages de la fresque dans les personnages du parchemin. J'ai pas l'impression que ce soit les mêmes personnages tout à fait. Néanmoins, ces personnages sur le parchemin de Kim ressemblent quand même un petit peu dans le style, etc., aux personnages de la fresque de Fern. Et donc du coup, c'est eux peut-être qui sont à l'initiative sûrement des Joyeux de la République. Quel rapport a le pirate avec eux? Et donc du coup, c'est quelque chose en plus qui doit dater dans le temps. Donc est-ce qu'il est encore en vie? Parce que si c'est légendaire comme ça, j'aimerais bien savoir de quand date justement ces Joyeux de la République. Bref, on a quand même plein de mystères là-dessus et qui sont vraiment passionnants, des questions où je suis pas là en mode Osef quoi, ils vont nous répondre, je m'en fous. Non, ça m'intéresse clairement, ça me passionne ce lore là qu'ils sont en train de nous créer. Donc dites-moi si vous aviez repéré déjà les éléments que je vous ai montrés, et si vous en avez d'autres par rapport à ça, si vous avez des théories. S'il vous plaît, si vous lisez des choses sur internet, etc., non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est si vous, avec juste votre perception de la série, pour qu'on soit égalité, et vous et moi, vraiment dites-moi vous ce que vous pensez, si vous avez des théories, vous qui sortent de votre esprit par rapport à ça. Et la dernière petite question rapide que j'ai envie qu'on se pose ensemble, mais c'est Jod, est-ce qu'il est gentil ou il est méchant? C'est clair que bon, on s'y attendait, on savait qu'à un moment ça allait se retourner, c'était sûr. Moi je trouve que c'est assez tôt quand même pour qu'il soit totalement méchant. C'est sûr que si le retournement se serait fait milieu d'épisode 8, bon, j'aurais tremblé un peu. Mais là, il arrive assez tôt, donc il y a assez de temps pour qu'il y ait un retournement qui se passe derrière. Mais effectivement, bon là, il prend en otage avec couteau sous la gorge Fern. Néanmoins, il lui dit non, je veux pas te faire de mal, dis juste que tu capitules, il y aura pas de souci, etc., etc. Donc
Clairement, il a laissé ouvert la porte au fait qu'il soit gentil et qu'il n'y ait pas de problème. Au final, il veut juste récupérer le Capitana et avoir l'autorité sur SM-33. Mais bon, il demande quand même à SM de les attacher. Est-ce que c'était dans le but de les laisser là? On ne sait pas si vraiment il voulait les amener au vaisseau et les garder avec lui. Bon, on voit qu'ils partent par une trappe. Donc, est-ce que la suite, c'est justement Judd qui va essayer d'aller les récupérer pour qu'ils puissent repartir ensemble? Ou est-ce que ça va être une course-poursuite entre les deux? Et donc qu'il y ait les enfants d'un côté, Judd et SM de l'autre, et les pirates toujours en arrière-fond. Voilà, ça pourrait être très sympa sur les 3 derniers épisodes à suivre. D'autant plus qu'on a encore quasi tous les personnages que les enfants croisent. À chaque fois, ils leur disent faites pas confiance surtout à ce mec-là, c'est vraiment un escroc. Bon, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que Jude Law peut véritablement être un méchant dans un projet Star Wars? En plus, un utilisateur de la Force qu'on suppose être un ancien Jedi. On verra, j'avais déjà creusé cette question-là sur Jedi ou non, et on n'a pas forcément plus d'indices là, à part qu'il s'exprime un petit peu comme un Jedi quand il veut parler à oui, mais essayer de le réconforter quand il a son petit coup de blues. Mais voilà, j'avais déjà développé ça dans d'autres vidéos. Là, je pense juste, la conclusion de cette question, c'est est-ce que Jude Law peut être méchant dans une série Star Wars? Je pense pas, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez. On finit avec la mythique échelle du Jar Jar, les amis. Vous le savez, une note sur 5. Pas le droit à un et demi. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 ou 0 si vous voulez. Mais c'est histoire de trancher. Comme ça, on tranche. Moi, sur cet épisode, je vais avoir un petit peu le même raisonnement que j'avais sur l'épisode 3. C'est-à-dire que je le trouve techniquement parfait. Je le trouve même supérieur à l'épisode 3. Pour moi, c'est mon épisode préféré jusqu'à présent, hein, cet épisode 5. Mais je vais lui mettre la note de 4 sur 5. Je le trouve quasi parfait, sauf que pour un 5 sur 5, comme je vous disais, dans la saga, je veux mettre 5 sur 5 à des épisodes où il y a des reveals de Barjo qui sont en lien avec la saga Star Wars, avec Vador, avec Obi-Wan, enfin bref, ou des choses exceptionnelles qui s'y passent. Bon, là, c'est fun, c'est sympa, c'est marrant, mais voilà, ça reste juste parfait techniquement. Il n'y a pas encore de choses exceptionnelles dans l'univers. Donc on va rester sur un très bon 4 sur 5. Les amis, merci encore de suivre cette aventure Skeleton Crew en ma compagnie, que ce soit sur les vidéos réactions ou sur les vidéos avis. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, les amis, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir, ça me donne beaucoup de force, et si vous aimez ce que je fais, eh ben ça m'apporte beaucoup de soutien. On va se retrouver, les amis, pour une prochaine vidéo, donc la vidéo réaction à l'épisode 6. On a passé la fête de Noël, j'espère que vous avez été très gâtés sous le sapin, et notamment avec du Star Wars. Dites-moi en commentaire si vous avez eu pas mal de cadeaux Star Wars et ce que vous avez eu. Moi je vous dirais, j'étais un peu moins gâté que l'année dernière en Star Wars, mais c'est pas grave, j'ai répondu la bonne parole et j'ai envoyé d'autres cadeaux à mes amis et à la famille. Donc on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo réaction de l'épisode 6. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.